et notamment sur comment industrialiser le rêve, les nouveaux défis IT. Je voudrais que l'on accueille vos invités. Ils sont deux. Ils vont échanger sur le sujet et vous éclairer, je l'espère, Didier Degrise et Dominique Guiffard, qui viennent sur scène, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Didier Degrise est General Manager de MX Data, consultant dans le retail depuis 20 ans avec une vraie expertise de luxe international. Et Dominique Guiffard est lui DSI de Céline. Je vous offre, messieurs, l'outil indispensable pour partager les données. Allongez-vous dans vos canapés, asseyez-vous comme vous voulez, vous êtes chez vous. Et nous, on vous regarde, on vous écoute attentivement. Le compteur est parti, on aura des questions à vous poser certainement juste après. Bien, écoutez, bonjour à tous. Dominique et moi-même sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de cette 3e édition du Salon du Luxe, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va peut-être redescendre un tout petit peu, puisqu'effectivement, on a parlé beaucoup de luxe, de rêve. Et derrière tout rêve, je dirais en tout cas, l'objet de la conférence que l'on a aujourd'hui par rapport à la thématique qu'on a choisi d'aborder, l'industrialisation du luxe ou industrialisation du rêve, on va essayer de vous faire partager un peu ce qu'il y a derrière le rêve, ce phénomène industriel, puisqu'effectivement, on souhaite faire rêver, mais ça implique derrière toute une machinerie extrêmement bien huilée. Donc, comme le présentateur l'indiquait, je suis donc moi-même Didier Degrise, General Manager d'MX Data depuis 25 ans, société spécialisée en consulting retail et essentiellement spécialisée dans la gestion de points de vente. Après des études d'informatique, j'ai eu l'occasion de travailler comme n'importe quel informaticien en SS2I. Après 3 ans de SS2I, j'ai eu l'occasion de partir à New York pour faire un audit retail de solutions informatiques sur gestion de points de vente. C'était au début des années 90. Ça a été un premier grand intérêt dans le luxe, puisque suite à ces audits retail qui ont été faits sur le continent américain à New York, j'ai eu la grande joie, la grande occasion de commencer à travailler pour Christian Dior aux États-Unis. Suite à cela, on a décidé d'ouvrir un bureau parisien pour pouvoir proposer à cette clientèle de luxe et internationale les mêmes services de même qualité sur 2 continents, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ça a été le début de l'histoire d'MX Data, avec au début pas mal d'allers-retours entre l'Europe et les États-Unis. Puis après, sur la fin des années 90, une forte expansion du luxe sur la zone Japon, APAC, puis ensuite l'Amérique du Sud s'en est suivi. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de cultures différentes que j'ai l'occasion de rencontrer par rapport à mes différents voyages. Donc pour revenir à notre thématique assez provocatrice dans son titre, l'industrialisation du luxe, Laura a fait une très jolie définition avec excellence, émotion, exception. Je pourrais rajouter au niveau du luxe également savoir-faire, artisanat, matière noble, rareté, avant-garde, modernité, mais en même temps que modernité, également tradition. Et puis bien évidemment une clientèle assez restreinte, un service de qualité, un service de référence dont beaucoup d'autres secteurs essaient de s'inspirer, un service gant blanc. Pour conclure un peu cette introduction, je dirais en fait, imaginez-vous une belle pièce de théâtre avec de très bons acteurs qui vous emportent, qui vous emmènent, qui vous font rêver. Et derrière ce rêve, il y a toute une machinerie extrêmement bien huilée qui, pour vous, spectateurs, doit être complètement transparente. Et pourtant, ça a un très, très fort impact sur les systèmes d'information qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai voulu associer à cette démarche, en fait, Dominique Guiffard, donc, qui est notre invité, et merci à Dominique de nous avoir rejoints, donc, qui est le directeur des systèmes d'information de la maison Céline, donc, un des beaux fleurons du groupe LVMH. Donc, pourquoi cette industrialisation du luxe et à quel niveau? Je vais prendre 2 grands phénomènes, on va dire, au niveau du luxe qui s'est passé, en fait. Donc, comme je l'ai dit, un fort accroissement, une forte expansion à l'international avec toutes les zones, notamment le Japon, la PAC, puis après l'Amérique du Sud. Donc, une complexité au niveau du traitement de la donnée, au niveau du nombre de clients à satisfaire. Puis, bien évidemment, la démocratisation de tous les moyens de communication avec, bon, je ne vais pas y revenir, l'Internet, le mobile, les réseaux sociaux. Toutes ces données, ces nouvelles données, ces nouveaux canaux et ce nouveau marché international, depuis quand même maintenant plusieurs années, ont un fort impact sur la DSI. Et bien évidemment, en fait, c'est pour ça que j'ai souhaité inviter Dominique Guiffard à ce jour pour qu'il vous explique un petit peu ce qu'il se passe derrière, le behind the scene, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, Dominique, je vous laisse la parole. Merci Didier. J'espère qu'au travers des différentes expériences que je vais partager avec vous, on va garder justement ce côté
magique de la marque Céline. En fin de compte, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, lorsque vous allez rentrer dans nos boutiques, vous allez voir que ce soit sur le shop floor ou au niveau du point de vente, qui reste quand même une expérience un peu traumatisante. Vous savez que c'est à ce moment-là qu'il va falloir payer le produit sur lequel vous avez craqué. Il n'y a pas d'informatique. On ne voit absolument pas l'informatique. C'est quelque chose qui est ancré chez nous, c'est-à-dire qu'on ne doit parler que du produit et l'expérience de nos clients, de nos prospects dans nos boutiques, avec l'accueil et le service que nos sales associates doivent apporter à tous nos clients. Donc l'informatique ou l'industrialisation au sein de Céline, c'est quelque chose d'invisible, de caché. Mais comme dans toute société, l'informatique est présente tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la conception des produits, au niveau bien sûr de la vente, de la logistique des produits, mais également de la fabrication. La fabrication, l'informatique, nous laissons quand même, puisque l'informatique sert à gérer tout le cycle de vie de nos produits, et nous laissons l'expertise, que ce soit de nos façonniers, couturiers, couturières, maroquiniers, maroquinières, s'exprimer au travers de l'élaboration et de la fabrication de nos produits. Donc, pour l'instant, tout ceci est caché. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont deux expériences. La première expérience, effectivement, c'est d'évoquer en quoi l'industrialisation est arrivée dans les maisons de luxe. Et il y a un domaine très, très particulier pour lequel nous avons fait énormément d'investissements dans ces dernières années. Ça a accompagné d'ailleurs la croissance de la maison Céline. Et tout tourne autour de la gestion des flux produits. Dans notre industrie, l'industrie du luxe, il y a une caractéristique quand même assez bien connue, mais je me permets de la rappeler, c'est que nous avons dans nos catalogues produits un certain nombre de références. Simplement, c'est que par référence produit, nous avons peu de quantité, ce qui, par conséquent, engendre cette rareté caractéristique du monde du luxe. Mais simplement, lorsque vous avez un réseau de boutiques, un réseau retail, cette rareté doit être complètement assumée et gérée. D'où l'importance, dans notre stratégie informatique, mais la stratégie d'entreprise, d'avoir entamé d'énormes investissements autour de la supply chain. La supply chain, et je pense que mes amis de Kering ne vont pas me démentir sur ce point de vue, c'est quelque chose que nous partageons au sein du groupe LVMH, mais également avec d'autres DSI de d'autres groupes. La supply chain est vraiment devenue l'enjeu stratégique pour pouvoir acheminer le bon produit au bon moment, au bon endroit. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait énormément d'investissements, des investissements qu'on a l'habitude de faire au niveau de nos partenaires logistiques, quel que soit le monde et les entrepôts, mais aussi tout ceci est caractéristique du réseau de boutiques que nous possédons. Mais nous avons aussi quelque chose qui est assez nouveau, c'est développer un certain nombre d'algorithmes. C'est quelque chose, le monde de la supply chain est un monde très très scientifique qui d'ailleurs s'est un peu, je ne veux pas dire imposé au reste des autres métiers qui intervenaient initialement dans la diffusion ou la livraison de nos produits, mais nous avons beaucoup plus théorisé pour pouvoir acheminer ces produits au bon moment, que ce soit en version saisonnière ou que ce soit lors des produits permanents. Tout ceci s'accompagne, donc nous avons engrangé de plus en plus d'informations. Il faut capter de plus en plus d'informations pour pouvoir effectivement, du moins réduire notre time to market. C'est aussi un autre enjeu des maisons du luxe. Nous sommes des industriels, comme on vous l'a dit, la magie s'opère vis-à-vis de nos clients dans nos boutiques ou dans les autres expériences. Mais derrière, dans le back-office, nous sommes des industriels, du moins des industriels de l'acheminement des produits, industriels pour ma part, industriels de l'information. L'autre avancée et l'autre caractéristique autour de la supply chain, c'est tout ce qui va arriver avec le e-commerce. Et qui plus est, au-delà du e-commerce, c'est tout ce qui est l'omnicanal. Nous avons annoncé au travers d'un communiqué du groupe LVMH qu'effectivement Céline allait s'ouvrir au monde e-commerce et à l'omnicanal. C'est quelque chose de très nouveau pendant de nombreuses années et c'était une vision stratégique de notre part de ne pas vouloir aller vers le e-commerce. C'est quelque chose qui va apparaître en cette fin d'année. Mais la volonté de la maison Céline est de pouvoir optimiser tous ces flux et optimiser donc ces stocks de produits où qu'ils soient dans le monde. Et à partir de ce moment-là, le e-commerce et l'omnicanal, le fait de pouvoir faire un click and collect, d'avoir un service de gants blancs, c'est quelque chose qui doit être aussi géré par la supply chain. La nouveauté, c'est que tout ceci doit être traité désormais en temps réel.
c'est une autre caractéristique de notre industrie, c'est le fait que l'information doit être collectée, traitée, raffinée, puis être diffusée en temps réel. C'est une autre caractéristique. L'autre élément, si le slide veut bien passer, voilà. Je viens de traiter justement la partie supply chain, mais il y a un autre élément qui, au sein de la maison Céline, mais honnêtement, on en a entendu parler aussi lors des résultats de l'étude IFOP ce matin, c'est le fait que désormais, pour pouvoir, on cherche à rentrer de plus en plus en contact avec les clients, avec les prospects. On a parlé de la génération YZ, mais on traite aussi, et je rejoins la question de madame, la génération X, dont je fais partie. Donc on cherche éventuellement, du moins pas éventuellement, mais on cherche à capter de plus en plus d'informations, on cherche à diffuser, à donner de plus en plus d'informations de la marque Céline à l'ensemble de nos clients, donner de l'information sur la maison, sur sa designer Phoebe Philo, sur les éléments de marketing, les éléments de promotion, les éléments de nos différents shows, où qu'ils soient. Et ça, c'est très important. Et pour ce faire, nous avons donc développé de plus en plus, il y a ce qu'on appelle une multiplication des points de contact, à savoir la boutique n'est plus seule dans cette interaction client-vendeur, mais il y a bien sûr les réseaux sociaux, les applications, les centres services clients qui ont repris. C'était quelque chose qui avait été un peu dénaturé ou alors qui était un peu désuet, mais je peux vous assurer que désormais, lorsque vous voulez garder une expérience client, le centre support client qui s'adresse de manière orale à des clients ou des prospects est devenu très très important dans une stratégie omnicanal. C'est quelque chose auquel nous faisons très très attention. Donc, une industrialisation de tous les process en back-office, mais conserver cette expérience client qui est aussi une identité, qui rentre dans l'identité de Céline. Et à ce sujet, le poids du e-commerce qu'on espère justement au sein de la maison Céline a été très très étudié en termes de communication. Il ne s'agit pas, lorsque vous avez une cérémonie de vente très précise, très codifiée au sein de nos boutiques, avoir un autre type de communication ou un autre type de traitement, un autre type de parcours client lorsque vous le traitez au niveau d'une application ou au niveau du futur site e-commerce. Un simple exemple, puisque ça m'a moi un peu interpellé au moment des workshops que nous avons fait tous ensemble, c'est lorsque vous mettez un produit dans un chariot, vous êtes sur un site e-commerce, vous mettez un produit dans un chariot et vous quittez le site, vous abandonnez donc l'acte d'achat et vous recevez dans la plupart du temps 24 heures ou quelques heures ou 24 heures après, un gentil email qui vous dit « Chère madame, cher monsieur, on a l'impression que vous avez oublié quelque chose dans votre chariot. » C'est très poli, mais ça reste on vous rappelle que vous n'avez pas fini le process d'achat. Je peux vous dire que chez nous, compte tenu du code ou de l'ADN de Céline dans sa relation, dans sa cérémonie de vente, on se pose toujours la question de savoir comment nous allons adresser ce simple rappel. Est-ce que c'est, en fonction de la segmentation client, un rappel d'un sales associate propre à la boutique, du centre service client, ou un email qu'on espère être le plus poli, ou en tout cas qu'ils suivent les codes de la marque. C'est quelque chose aussi qui a été rappelé dans les deux études, que ce soit IFOP ou Ipsos, très, très récemment. Donc vous voyez, c'est le e-commerce, la captation d'informations sont des choses très très industrielles, mais ça n'empêche que nous devons conserver ce qui fait l'ADN de notre marque. Le dernier point, c'est celui où on cherche à avoir de plus en plus d'informations sur nos clients et en relayer vers eux, mais c'est comment nous allons donner ces mêmes éléments d'information à notre force de vente en boutique et en dehors des boutiques. Et on s'interroge aussi, c'est réduire le nombre d'outils, réduire le nombre d'applications qui peuvent interagir ou qui donnent de l'information vers nos sales associates. Mais là aussi, lorsque vous dotez un vendeur ou une vendeuse disons-le très clairement, d'un smartphone pour pouvoir avoir quelque chose de mobile sur soi, chez Céline, en tout cas, on s'interroge à savoir comment on va introduire ce smartphone dans la cérémonie de vente. Est-ce que cet outil ne va pas être perturbant lorsque vous avez un outil entre votre cliente et la vendeuse ou vendeur? Donc, oui au digital. D'ailleurs, à un moment donné, dans une intervention très tôt ce matin, on a parlé du digital, du moins le dégagisme du digital sans style. C'est exactement ça. Le digital n'est pas quelque chose qui arrive par une lubie de nos confrères du digital et une autre lubie du DSI. C'est vraiment une expérience qui est codifiée et qui reste totalement alignée dans l'esprit de la marque.
Oui, donc je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Dominique, effectivement, puisque c'est comment en fait pouvoir redescendre toute cette capture d'informations que l'on a de plus en plus au niveau des systèmes d'information. Bien évidemment, vous connaissez tous le concept de client augmenté. Donc le client, de par tous les réseaux sociaux, l'Internet, son mobile, les Twitter, les Facebook ou que sais-je en fait, le client dispose aujourd'hui d'une infinité, d'une foultitude d'informations sur la marque. Donc, bien évidemment, il est impensable que quand le client en fait vient en boutique, je parle donc boutique physique cette fois-ci, qu'il tombe sur un vendeur en fait qui ne soit pas au même niveau de connaissance que ce que le client puisse attendre lui. On attend toujours d'un vendeur en boutique, surtout dans le luxe, et je pense que ce service de luxe, ce service référence, inspire beaucoup d'autres marques qui ne sont pas dans le secteur du luxe. On attend toujours qu'un vendeur puisse apporter une plus-value sur le choix, sur votre acte d'achat, puisse vous conseiller, vous guider ou vous conforter dans ce que vous voulez faire, surtout dans le domaine du luxe. Donc, tout le défi de l'IT ou des systèmes d'information à ce jour est de savoir comment redescendre l'information au niveau de la force de vente, ce que j'appellerais le terrain, comment pouvoir redescendre cette information de manière agile, pertinente, intuitive, afin que justement cette technologie, si je puis dire, soit toujours transparente vis-à-vis du client, puisqu'effectivement on parle toujours de rêve, donc en fait le client ne doit pas connaître, ne doit surtout pas savoir tous les rouages qu'il y a derrière. Donc ça c'est une chose très importante, comment on peut descendre cette technologie en fait au niveau du vendeur et qu'elle soit intuitive et surtout utile pour effectivement son dialogue et son parcours avec le client. Et deuxième chose maintenant, j'ai envie d'insister un peu, on a parlé pas mal de systèmes d'information, des technologies, je vais revenir un petit peu sur le côté humain, et là c'est mon expérience qui parle, c'est simplement, il est fondamental aussi d'associer le terrain dès le départ, de l'impliquer au niveau d'un projet. Je dirais en fait dans une maison en fait, de mode ou dans n'importe quelle maison, j'ai distingué trois grands pôles, j'ai distingué la DSI, le métier, on va dire les gens du siège, et puis en bas, l'équipe de vente, le terrain. Je crois qu'il est essentiel d'impliquer le terrain dès le début en fait, d'un projet, qu'il puisse s'approprier le projet, adopter le projet pour bien comprendre les enjeux du projet et qu'il se retrouve avec un outil dans les mains dont il va comprendre l'utilité et la captation. Combien de fois j'ai vu des projets capoter au niveau des équipes de vente parce qu'ils sont impliqués beaucoup trop tard, notamment au niveau du roll-out ou du déploiement du projet. On va leur dire, bah, voilà, c'est comme ça, tu as une formation de 2-3 heures, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, l'équipe terrain n'a pas été impliquée. Donc, au niveau captation de données, il va y en avoir peu ou pas, généralement des données pas pertinentes, et finalement, ça induit de la frustration à tout au niveau de la chaîne de la société. La DSI qui dit, bah, finalement, le projet, je n'ai pas fait mon job, ça ne marche pas. Le métier qui a une frustration, parce qu'il se dit également, bah, ce projet, finalement, il est tombé. L'équipe terrain qui se dit, à quoi ça sert? Ça ralentit, entre guillemets, mon boulot, et ça ralentit ou ça rentre en collision avec le processus de vente de la maison. Bien évidemment, on va dire la division financière qui va dire je n'ai pas de ROI sur ce projet. Et dernier point, encore peut-être plus important quand on parle système d'information, le ROI, si je puis dire, sur la data, sur la donnée. Ça ne sert à rien de capturer de la donnée si elle n'est pas pertinente, qu'on ne peut pas l'utiliser. D'accord ? Donc, dernière chose sur laquelle je voulais insister, effectivement, on en a déjà parlé avec les générations Y et Z. Le luxe est en pleine évolution et est en train de subir un shift technologique, on en a déjà parlé, aussi un shift générationnel, puisque d'après une étude de Ben & Co qui a été réalisée en 2017 pour Farfetch, d'ici 10 ans, génération Y et Z représenteront en gros 40% des consommateurs du luxe. Donc ça veut dire qu'à ce jour, il est inconcevable d'avoir une maison de luxe qui n'arrive pas à s'adapter à ce shift technologique et générationnel, sous peine effectivement d'être en déphasage avec les attentes de ses futurs clients. Je ne veux pas dire de ne pas perdurer, puisqu'il y a beaucoup de marques qui perdurent, bon, soit par rapport à des rachats ou d'autres. Donc voilà, c'est fondamental pour une maison de luxe, effectivement, de pouvoir suivre ce shift technologique et générationnel, tout en préservant ce très fragile équilibre avec l'image de la maison, les codes de la maison, le processus ou le cérémonial de vente. Dominique, à votre niveau, en fait, on a parlé en fait flux produit et point de contact. En fait, est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans le secteur du luxe que vous voyez arriver ou à traiter en priorité?
Oui, et en fin de compte, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est ce que l'on constate, c'est en ayant multiplié ces points de contact ou en ayant de plus en plus de références produits ou en allant traquer de plus en plus ces produits pour donner de l'information à nos clients lorsqu'il y a une livraison. N'oubliez pas qu'à un moment donné, et pensez à ce que vous vivez au quotidien, lorsque vous avez acheté un produit, vous souhaitez savoir quand il va arriver, si justement il est à différentes étapes, vous cherchez à avoir de l'information. Et immanquablement, les systèmes d'information des différentes maisons et le luxe suit les mêmes codes de l'industrialisation du monde du retail au sens le plus large possible, c'est vraiment de pouvoir fournir l'information. Simplement, c'est qu'au niveau des cœurs des systèmes d'information, il y a véritablement une explosion de la quantité de données à traiter. Je vous ai parlé du temps réel. Désormais, le temps réel fait vraiment partie de notre quotidien, de pouvoir du moins collecter, raffiner. Je parle toujours de raffinage d'informations parce que c'est clé. Le pétrole du XXIe siècle est celui de la donnée. Ça, c'est immanquable. Donc, il faut toujours aller beaucoup plus vite et toujours manipuler de plus en plus d'énormes volumes de données. Et tous les silos qui pouvaient initialement exister au sein d'une entreprise en disant « j'ai ma petite base de données, merchandising, marketing, produits, retail, logistique », tout ceci n'existe plus. Il n'y a que des process transversaux et toute la donnée doit véhiculer. Ce qui fait en sorte qu'on doit s'assurer de la simple qualité de données depuis le départ où elle est créée. Je vous donne un autre exemple, c'est celui lorsqu'on crée un produit, le poids d'un produit, que ce soit du prêt-à-porter, souliers ou maroquinerie, est rentré par les équipes de développement de ces produits. J'ai connu une époque où justement c'était un peu au jugé le poids des produits. Mais cette information qui a été créée en début de chaîne de valeur, qui va ensuite se véhiculer tout autour dans le CRM, dans le retail, voire même dans le logistique, où même à un moment donné, on va passer les frontières. Notre réseau boutique va de Sydney à Hawaï, en passant par le Japon, l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Je peux vous dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez une approximation en termes de poids de produits, les douaniers, l'approximation, ils ne connaissent pas. Donc, vous pouvez avoir à un moment donné des blocages de produits. Donc, le temps réel et la qualité de l'information sont des éléments clés du présent. Je parle bien du présent et bien entendu du futur. Le dernier élément sur lequel je voulais mettre un focus, c'est la valeur de l'information. La valeur de l'information, ces dernières semaines, la presse, les médias se sont fait l'écho de ce qu'on appelle les ransomware. Ça veut dire qu'à un moment donné, la donnée que vous possédez, qu'elle soit sensible ou pas, va être capturée. Le cyberhacking existe aussi dans le monde du luxe. Parce qu'à un moment donné, vous avez une information qui a de la valeur. Une information, je peux parler de parfum, où là on parle de formules chimiques. Et tout ceci a beaucoup, beaucoup de valeur. Et les cyberattaques viennent chercher ou viennent faire en sorte que ces données ne soient plus utilisables. Et on se retrouve à l'heure actuelle où notre industrie du luxe n'était pas tellement portée sur la protection de la donnée ou la protection de son patrimoine informationnel. Nous sommes à l'heure actuelle en train de revirer complètement et d'apporter énormément de réponses à cette protection. D'ailleurs, le régulateur européen, au travers d'un règlement qui va arriver au mois de mai 2018, nous impose un certain nombre de contraintes et de protection au niveau de la donnée personnelle. Vous aussi, vous manipulez en tant que client référencé dans de nombreuses bases. Et le régulateur européen va nous imposer effectivement que ces bases soient bien protégées. Simplement, c'est ce qui est fait en Europe, est aussi fait en Chine. La Russie y pense et les États-Unis, qui se sont un peu loupés à un moment donné, vont faire ressurgir cette protection. Ça veut dire qu'à un moment donné, la donnée que vous avez capturée dans un pays doit rester dans le pays. Donc, ce qui impose en termes de traitement de l'information et votre back-office énormément d'investissements ou énormément de changements dans les process. Alors, le dernier point que je voulais un peu aborder, en fait, c'est métier et DSI. Et là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle depuis plus de 20 ans que je suis dans ce métier, en fait, retail, essentiellement gestion de points de vente, en fait, la vie des magasins. Donc, j'ai commencé effectivement le e-commerce, en fait, au début des années 90, ça n'existait pas, il n'y avait rien. Mais c'est simplement un peu les relations qui ont toujours été un peu tendues entre le métier et la DSI. Je sais qu'avec Dominique, on en a parlé un petit peu quand on a préparé cette conférence. On se rejoignait sur certaines choses et effectivement, il défendait la culture de sa maison. Je disais, moi j'ai vu ça ailleurs chez d'autres clients, c'était pas tout à fait comme ça. Donc
c'est intéressant. J'ai eu l'occasion depuis une bonne vingtaine d'années de travailler peut-être pour une trentaine, une quarantaine de maisons différentes. Et voilà, je ne vais pas faire des statistiques de IFOP ou Ipsos. Je vais faire mes propres statistiques basées sur mon expérience. Donc, c'est passé au début, quand j'ai commencé dans les années 90, on va dire que c'était la DSI qui était un peu le docteur et qui avait le droit de vie ou de mort sur tout projet, parce que la DSI savait et maîtrisait l'outil technologique. Puis, ça s'est inversé, on va dire début des années 2000, je vois Dominique qui sourit, c'est le métier qui est arrivé en force en disant « moi je sais, et toi DSI, t'es la technique, donc tu… » Bon, voilà. Voilà, ça s'est un peu inversé, le métier décidait tout. Et puis, depuis ces dernières années, on va dire depuis 5-6 ans, enfin le métier et la DSI travaillent ensemble. Et je trouve que c'est fondamental dans le sens où chacun est indispensable à l'autre. Le métier, bien évidemment, a une culture très client, donc c'est lui qui va exprimer le besoin. Mais le seul problème que le métier n'a pas, c'est que le métier ne connaît pas forcément la profondeur de sa demande ou son expression de besoin sur le système d'information en place. La DSI, bien évidemment, au contraire, n'est pas à l'origine de l'expression de besoin, mais elle, par contre, a une vision 360 des systèmes d'information, une vision transversale. Donc, si on arrive à voir le métier et la DSI qui se parlent dès le départ, tous les deux, pour dire « j'ai besoin de ça, oui, mais écoute-moi, voilà ce qu'il va y avoir comme impact ». Plus, je dirais aussi un phénomène de communication, ce qui arrive souvent aussi, c'est quand vous allez chez votre médecin, de temps en temps, il vous parle un langage que vous ne comprenez pas. Donc, c'est ce qui peut se passer de temps en temps aussi entre la DSI et le métier, et c'est un peu notre rôle depuis 20 ans qu'on fait ça, d'être une sorte d'interprète, de s'assurer que les deux pôles, DSI et métier, se comprennent pour éviter de la frustration. Si j'ajoute le troisième pôle, maintenant le terrain, les équipes de vente qui sont impliquées et qui devraient être impliquées dès le début aussi, parce qu'un projet c'est métier, DSI et terrain, sinon ça ne marche pas, bien effectivement ce rôle d'interprète il est fondamental pour que chaque pôle comprenne bien les enjeux du projet et en fait répondre à une sorte de, je ne vais pas dire le 3QO2C comme j'ai pris en informatique à l'époque, mais simplement les enjeux du projet. Pourquoi on le fait, à quoi ça sert et comment on va le faire. Et ça, c'est fondamental, tout en parlant le même langage. Donc, nous sommes une sorte d'interprète en fait, chez Mixdata pour aider à ce que ces trois métiers, ces trois pôles en fait, arrivent à communiquer ensemble et surtout éviter toute frustration à la fin, bien évidemment du terrain, qui va dire ça ne sert à rien. Combien de fois j'ai vu dans les sociétés, en fait, on a mis effectivement du digital. On va dire des tablettes, des mobiles, des iPads, puisqu'on a parlé d'Apple tout à l'heure. Les iPads, où ils sont, vous passez en boutique, ils sont bien rangés dans les tiroirs, plein de poussière. Donc ça veut dire qu'il y a un raté quelque part. D'accord ? Donc, éviter la frustration au niveau du terrain, au niveau du métier, au niveau de la DSI, et surtout, le plus important, c'est le ROI au niveau de la data. Comme le disait Dominique, on collecte de plus en plus de data, on en capture. Donc, ça ne sert à rien de capturer de la donnée pour de la donnée. Forcément, il faut qu'il y ait une pertinence derrière une analyse et qu'elle serve à quelque chose. Bien évidemment, en fait, notre métier d'interprète, pour nous, n'est pas mort, dans le sens où, effectivement, il y a une évolution en fait, du métier, notamment si je parle au niveau une évolution technologique, si je prends l'exemple en fait, du marketing digital. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi toujours se remettre en question, puisque tous les métiers évoluent, et donc on doit toujours essayer de tous parler ensemble le même langage pour arriver et expliquer tous ensemble les enjeux du projet pour arriver à mener à terme ce projet. Donc, voilà ce que Dominique et moi on souhaitait partager avec vous à ce jour. Donc, derrière, bien évidemment, le luxe ou luxi, comme dirait Laura, qui est une très belle définition. C'est du rêve, bien évidemment, de l'émotion, de l'exception, de l'unicité, de la rareté, on l'a dit. Mais derrière tout ça, bien évidemment, il y a toute une machinerie extrêmement bien huilée, tout un tas de rouages qui sont derrière, toujours aussi bien huilés, pour toujours en fait faire rêver le client, le consommateur final, tout en préservant toujours cet équilibre avec les images de la maison, les codes de la maison, le process et le cérémonial de vente, puisque pour le client, bien évidemment, ça doit être complètement transparent. On parle de rêve, on n'a pas envie de voir des câbles électriques et des PC derrière. Voilà. Merci. Je vous remercie de votre attention. Vous m'avez fait rêver en respectant presque le timing. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà ça. Je rappelle que les dames le respectent beaucoup mieux que vous. Alors,
Je voudrais, comme c'est de tradition depuis ce matin, puisque la journée, on est là pour ça, c'est aussi vous laisser la parole. Qui souhaite, monsieur, bonjour. Vous allez m'éviter les barbarismes dans les questions, s'il vous plaît, parce que j'ai été un peu largué sur 2-3 trucs. Je suis journaliste, donc je connais rien, mais je vais vous proposer, je vais refaire l'hôtesse, en fait, pardon, puisque voilà, je vous offre le micro, je vous invite à vous présenter si vous voulez bien, et puis les autres, bien sûr, vos questions, vos réponses, etc. J'ai vu une question là-bas. Monsieur, bonjour. Bonjour, je m'appelle Ashraf Chabou, je suis consultant en technologie chez Deloitte. Donc, Quelle horreur. Bonjour. Quelle horreur. Un peu techno, oui. Donc, en fait, on s'intéresse de plus en plus au domaine du luxe. Donc, au niveau de la grande distribution, on est en train de voir la digitalisation des points de vente avec un parcours client hyper connecté, des objets connectés qui vont pouvoir pister le client, des cabines virtuelles, des cabines d'essayage qui vont vraiment vendre du rêve aux clients. Je vous invite à poser votre question. Mais au niveau du luxe, justement, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de filtrer et de savoir qu'est-ce qu'on implémente comme solution digitale en boutique? Merci pour la question. Qui répond? Dominique, je vous laisse répondre. Alors, vous avez totalement raison, et c'est même pas filtré. Vous avez donné un certain nombre d'exemples, je peux vous dire chez nous, mais ça ne passe absolument pas. Ça ne correspond pas à ce que l'on veut garder comme image, j'ose pas parler d'ADN, mais nous avons un certain nombre de codes. Le simple fait d'avoir des miroirs connectés, c'est quelque chose qui, pour l'instant, dans la stratégie et dans l'état d'esprit de notre designer, Phoebe Philo, ne rentrera jamais chez nous. Pourquoi? Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas du tout à l'image, c'est-à-dire que c'est tout d'abord chez Céline. Notre cible, c'est la femme essentiellement, puisque nous avons une gamme de produits pour les femmes, mais qui a déjà une culture du luxe. D'accord. Et donc, c'est d'abord le produit et rien que le produit. Chez Céline, on parle de pièces. Nous faisons des pièces, Céline, et nous laissons la femme exprimer ce qu'elle a envie ou son look. Il n'y a pas de look imposé, il y a simplement des pièces, et la femme, avec sa culture du luxe, se crée son propre look. Donc, le miroir connecté, ce n'est pas pour Céline pour l'instant, en tout cas. Didier, vous lui avez passé la patate chaude, mais vous vouliez réagir? Non, en fait, effectivement, j'ai laissé Dominique répondre. Après, c'est une question de choix de la marque. Là, Dominique vous a répondu pour le compte de la maison Céline. Je ne vais pas dévoiler les secrets de fabrication de la maison Céline, ça fait pratiquement 20 ans. Pas que je connais Dominique, parce que Dominique, ça fait 5-6 ans, je crois, Dominique, que vous êtes DSI de Céline. Moi, depuis 97, je travaille avec la maison Céline. J'ai commencé en fait aux États-Unis, puis après la zone Hong Kong, où généralement dans ces années-là, le deuxième siège, en fait, la deuxième zone, c'était Hong Kong. Je vous laisse revenir à la question. Par rapport à la question, voilà, oui, désolé, je m'emporte un peu. Ça dépend des marques. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite à votre question. Dominique vous a donné sa vision Céline. Chez d'autres, ça sera différent comme réponse. Alors, dans le groupe LVMH, là Voilà. aussi, le miroir connecté, parce que je suis resté, excusez-moi, scotché un peu sur cet exemple. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Peut-être chez Kering. Merci. Et pour la question et pour la réponse, j'ai vu une main levée. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Oui, bonjour, je suis Guénola Duhalgouët, je suis la responsable de la Maison du Savoir-faire et de la Création à Paris et je représente un grand nombre de façonniers français. Donc on a énormément parlé, vous avez énormément parlé bien sûr des clientes, des problématiques retail, du savoir-faire un petit peu, des métiers, mais qu'en est-il effectivement des améliorations que vous avez grâce à vos fonctions apportées dans le travail des échanges d'informations avec les fabricants, les façonniers? Merci pour la question. Alors, tout dépend de la taille du façonnier. C'est-à-dire que nous travaillons avec différents types de façonniers. Il y a des façonniers, on va dire, qui ont la capacité de gérer et d'avoir un système d'information, de le gérer. Donc les échanges d'informations, c'est toujours de la traçabilité, toujours très important. Nous travaillons aussi avec des exotiques, avec du Python, un certain nombre de choses comme ça. Donc les aspects CITES et passage de douane, c'est toujours très très important. La traçabilité du produit est quelque chose d'essentiel chez nous, mais nous travaillons aussi avec des petits façonniers. Et là, on leur propose, au travers de simples outils vraiment d'accès Internet, de venir déclarer ou mettre de l'information dans le système d'information de Céline. Et Céline est porteur ou offre un service de système d'information déporté pour ces petits façonniers. Donc nous traitons avec tout type de profil. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui, ici au fond, bonjour. Et une question ensuite juste devant. Bonjour, je suis Bénédicte Charme, je suis la fondatrice de My Tailors & Co, qui est une plateforme innovante sur Internet qui met en relation des clients avec des artisans, créateurs, fabricants de l'univers de la mode et de la maison
pour des réalisations sur mesure ou personnalisées. Après cette jolie présentation bien répétée, je vais vous inviter à nous poser les questions, si vous voulez bien. Et je voulais retourner un peu votre thématique et vous poser la question suivante. Peut-on se passer de l'industrialisation pour faire rêver ? C'est un sujet du baccalauréat qu'on proposera l'année prochaine, si vous voulez bien. Messieurs, vous avez 4 heures pour répondre. Honnêtement, je suis convaincu que notre présentation a fait largement moins rêver que les précédentes et les futures Je vous présentations. confirme. Mais c'était bien Mais quand même, c'est- attendez. C'est je pas fais très exprès. sympa. C'est pas très sympa de Donc- dire ça, quand même, honnêtement. Mais C'est si. pas- Mais honnêtement, les maisons de luxe sont d'abord, nous avons une économie, faisons travailler des façonniers. Il y a une industrie, il y a un écosystème derrière nos maisons. Nous représentons une part de rêve. Et derrière tout ça, honnêtement, il y a une réalité économique, il y a une réalité industrielle. Mais simplement, c'est qu'on ne souhaite pas la partager. Je la partage aujourd'hui avec vous pour justement bien comprendre les tenants aboutissants. Nous sommes entre professionnels. Et pourquoi vous ne le souhaitez pas? Parce que dans les codes de notre maison, c'est le produit. Vraiment le produit, on ne parle que du produit. Et vous entendez quand le client a peut-être envie justement de connaître l'histoire derrière, on l'a Alors, évoqué ce l'histoire, matin. nous allons parler d'histoire, nous allons parler effectivement d'où viennent les différentes peaux, d'où viennent ou comment sont faits notre prêt-à-porter, avec quel façonnier nous travaillons, Oui. quelle idée a Phoebe lorsqu'elle crée. C'est du storytelling. Storytelling, c'est l'information autour de la maison. Mais honnêtement, la mécanique sur la supply chain, le digital ou quoi que ce soit, ça reste caché et invisible. Allez dans nos boutiques, vous allez voir, il n'y a pas un seul écran et même le système de caisse est complètement intégré dans nos... Didier, dans nos pour aller desks. au-delà de l'exemple de Céline, est-ce que vous êtes à travers votre métier un raconteur d'histoire et un faiseur de rêves de plus en plus dans le retail? Oui, je dirais qu'effectivement, on est bien évidemment, on participe et je rejoins un peu la vision de Dominique. Quelles que soient les maisons avec lesquelles on travaille, effectivement, on arrive à oui, storytelling bien évidemment, mais effectivement, toujours ce parcours du rêve, cette recherche du rêve. Mais c'est pour ça qu'on a choisi ce thème d'industrialisation. Toutes les maisons se rejoignent derrière, quelle que soit leur image, leur code. Faut pas rêver. Derrière la pièce de théâtre, il y a toute la machinerie en fait. Et je vois pas comment on peut faire autrement qu'en fait. Honnêtement, de par en fait le monde dans lequel on vit, l'instantanéité du Oui. monde dans lequel on vit, tous les mécanismes digitaux, les réseaux sociaux, comment peut-on faire pour capturer toutes ces informations sans industrialiser le process derrière? C'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Autre question, merci. Autre question devant, une main a été levée juste devant. Bonjour, et j'en ai vu une autre ici ensuite. Oui, bonjour, Camille Dupré. Je travaille pour une société qui s'appelle Andy. On met à disposition des hôtels 4-5 étoiles et palaces des téléphones portables pour que justement ces clients puissent venir directement en magasin à travers ce média qui est le mobile. Je voulais savoir quel était votre positionnement justement parce que ça allie vraiment tout ce qui est collecte de data et drive to store. Je vous ai effectivement indiqué que nous cherchions, et il n'y a pas que chez Céline, mais toute l'industrie cherche à collecter, à mettre le client au centre de ses process et donc mieux le connaître. La segmentation a toujours existé, mais nous sommes, et ça a été aussi indiqué, je crois que c'est Ipsos qui en a parlé, ça a été indiqué de savoir identifier, non c'était l'atomique, c'était une intervention de ce matin, connaître précisément le client. Ça y est, excusez-moi, j'ai perdu la question. Je suis bien parti. Le mobile, pardon. Le mobile. Capturer de l'information, on ne peut pas tout faire. Vous avez des réglementations au niveau européen et la protection de la donnée privée est essentielle. Lorsque vous avez le bonheur d'aller sur un site web de n'importe quelle marque, vous allez voir que très rapidement, ou lorsque vous rentrez dans une boutique, on va vous poser la question, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie de l'information? C'est une petite technique retail bien connue pour dire, oui, j'accepte de recevoir l'information, donc on vous indique donc que vous êtes prêt à ce que vous signez un opt-in. Un opt-in, ça veut dire que vous êtes prêt à ce qu'on vous envoie de l'information, ou un opt-out, c'est qu'on puisse capter de l'information. Et ça passe aussi, ça peut passer par les différents smartphones, c'est-à-dire que on ne le fait pas chez Céline, mais dans certaines maisons, vous rentrez et on commence à capturer de l'information simplement parce qu'on connaît votre numéro de téléphone. Oui. Donc, on a identifié très précisément que vous êtes rentré. On pourrait même, dans certains cas, identifier votre parcours client et savoir que vous êtes passé devant la maroquinerie, devant les shoes, devant les prêt-à-porter. Et donc, comme on le fait dans les grandes surfaces, tracer et constituer des zones froides et des zones chaudes. Mais vous ne le faites pas. On ne le fait pas.
chez Céline. En revanche, chez Chantal et Marie-Thérèse, enfin, on verra plus tard. Merci pour cette question, madame. J'ai vu une dernière question ici. Vous levez la main, s'il vous plaît, madame. Oui, bonjour. Permettez-moi, je gère le temps, monsieur, on prendra Bonjour, après. Aude Bousser, LBBGA, basée à Hong Kong. Vous parlez d'une stratégie omnicanal. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de clients, et notamment en Chine, se renseignent sur les marques, sur la toile d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous étudiez des manières de retracer ces clients qui recherchent l'information sur la toile à l'arrivée de vos boutiques, quand ils arrivent dans vos boutiques? Oui, s'ils ont accepté d'être identifiés. Oui, oui. Souvent Effectivement, par une app. les investissements qui ont été faits très récemment lient. Alors, je vous l'ai indiqué, le e-commerce va arriver dans cette fin d'année. Mais toute la stratégie derrière, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez été capté par n'importe quel point de contact, lorsque vous arrivez par un autre biais, un point de contact, et en particulier une boutique, on puisse vous identifier le plus rapidement possible.